les flammes des bûchers, le crépitement des grilles en bois et les cris qui résonnaient à travers les murs de pierre, des caves, des monastères, constituaient le quotidien de l'Europe à la fin du Moyen Âge. L'Inquisition, censée protéger la pureté de la foi, s'est transformée en une machine à infliger la douleur, dont les femmes étaient les principales victimes. Leur corps n'était pas considéré comme la chair d'êtres humains vivants, mais comme des réceptacles du diable, devant être purifiés par la torture. C'est pourquoi les instruments créés pour humilier et détruire le corps féminin étaient conçus avec un soin particulier. Parmi eux, la vis vaginale occupait une place particulière. Il s'agissait d'un instrument métallique qui, selon les chroniqueurs, révélait le mensonge à travers la chair. La première étape consistait toujours en une démonstration publique du pouvoir de l'Église. La femme était conduite sur la place publique ou dans la salle du tribunal de l'Inquisition. Elle se trouvait déjà dans un état d'épuisement extrême après des semaines de détention, pendant lesquelles elle était maintenue dans l'humidité, sans nourriture, les mains attachées. Des témoins de l'époque ont laissé des traces écrites indiquant que les détenus étaient à presque toujours délibérément réduits à un état de semi-mort, privés de sommeil, nourris de pain pourri, abreuvés d'eau sale. Tout cela détruisait leur résistance avant même le début des interrogatoires. Lorsque venait le tour de l'interrogatoire, l'inquisiteur lisait les accusations. Sorcellerie, relation avec les démons, relation avec le diable, participation à des sabbats. Pour une femme de cette époque, il suffisait souvent d'avoir la réputation d'être sage-femme ou guérisseuse pour se retrouver entre les mains des bourreaux. Le processus d'interrogatoire était conçu de manière à ce que l'accusé ne puisse pas se disculper. Chaque mot était considéré soit comme un aveu, soit comme un mensonge confirmant sa culpabilité. La vis vaginale était utilisée lorsqu'il fallait arracher des aveux de contact avec les démons ou montrer à l'assemblée la preuve physique des liens de la femme avec les forces du mal. Cet instrument était un cylindre métallique qui était inséré dans le corps, puis lentement tourné à l'aide d'un levier spécial. Les pétales commençaient à s'écarter, déchirant les tissus. Les chroniques mentionnent que le métal était chauffé sur des charbons ardents, afin d'intensifier la souffrance. La femme criait si fort que même les soldats endurcis se détournaient. Mais pour l'inquisiteur, c'était le signe que l'âme résistait à la purification. De telles tortures étaient toujours accompagnées de prières et de lecture de psaumes. Cela crée un contraste particulièrement effrayant. Des paroles de miséricorde et de salut résonnaient sur fond de cris et de craquements de chair humaine. Les bourreaux agissaient méthodiquement, faisant des pauses pour que la victime puisse perdre connaissance et se réveiller à nouveau. Les historiens qui ont analysé les archives des procès de l'Inquisition notent que de nombreuses femmes mouraient directement pendant l'interrogatoire. Cependant, l'Église tenait à mener le processus jusqu'à son terme, jusqu'au bûcher public, qui devait être un spectacle intimidant. Le bûcher n'était pas simplement considéré comme une exécution, mais comme un rituel purificateur. Lorsqu'une femme, reconnue coupable, avait subi la torture et signé ses aveux, elle était conduite sur la place publique. Des foules s'étaient rassemblées à l'avance, paysans, artisans, enfants. Pour eux, c'était un spectacle et une leçon qui renforçait le pouvoir de l'Église. La condamnée était attachée à un poteau en bois, entouré de bois de chauffage, parfois additionné de soufre, pour que les flammes soient plus hautes et plus denses. Des témoins ont décrit que l'odeur de la chair brûlée se mêlait à la fumée et aux cris, et les spectateurs y voyaient la preuve de la victoire de la foi. Mais avant que le feu n'embrase le corps, la femme était souvent déjà défigurée.
Les tortures, à l'aide de vis vaginales et d'autres instruments, lui infligeaient des blessures telles qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Les chroniques espagnoles et allemandes de la fin du XVe siècle rapportent des cas où la victime était transportée jusqu'au bûcher sur une civière car elle était incapable de marcher. Même dans ces moments-là, l'Église soulignait qu'il s'agissait d'un acte de miséricorde, car selon elle, l'âme se sauvait à travers la souffrance. Les médecins de l'époque, qui se trouvaient à la cour des monarques ou dans les tribunaux de l'Inquisition, consignaient parfois les blessures infligées après les tortures. Les descriptions qui nous sont parvenues mentionnent des déchirures profondes, des muqueuses, des nécroses tissulaires, des hémorragies massives. Tout cela était présenté comme la preuve de la nature impure des femmes, comme si leur corps témoignait contre elles. Mais en réalité, il s'agissait de traces de torture dissimulées sous une rhétorique religieuse. L'aspect psychologique avait également son importance. Une femme soumise à de telles procédures souffrait non seulement physiquement, mais subissait également l'humiliation devant toute la ville. Pour la société de l'époque, l'honneur des femmes était une catégorie essentielle, et sa destruction par des tortures publiques signifiait non seulement la mort du corps, mais aussi la destruction totale de la mémoire et de la réputation. Même les familles des condamnés étaient humiliées, leurs biens confisqués, leurs enfants déclarés souillés par le sang. Peu à peu, la pratique des vis vaginales et d'autres instruments spécialisés s'est répandue dans toute l'Europe. De l'Espagne et de la France, elle s'est transmise au Saint-Empire romain germanique, où les maîtres forgerons créaient des modèles de plus en plus sophistiqués. Certains instruments étaient équipés de pointes ou de crans supplémentaires. Dans les collections conservées jusqu'à nos jours, on peut voir des dispositifs ressemblant à une fleur métallique qui s'ouvrait à l'intérieur du corps humain. Ces objets sont aujourd'hui exposés dans des musées de la torture, mais à l'époque, ils servaient d'instruments de répression. Ainsi, l'Inquisition transformait la sexualité féminine et le corps lui-même en champ de bataille. Là où l'Église voyait une purification de l'âme, il s'agissait en réalité d'une destruction de la chair et de la personnalité. Cette dissonance entre la rhétorique officielle et les pratiques réelles constitue l'un des héritages les plus sombres de cette époque. Dans de nombreuses archives conservant les procès-verbaux des procès inquisitoriaux, on peut voir à quel point les détails étaient minutieusement consignés. Date, nom, énumération, des crimes. Mais derrière ces lignes austères se cachait une réalité monstrueuse. Ainsi, par exemple, les dossiers du tribunal de Tolède, de la fin du XVe siècle, contiennent des notes sur des femmes accusées de relations secrètes avec un esprit impur. La formulation était extrêmement vague, mais elle permettait de torturer toute personne qui semblait suspecte. Ces documents montrent que les interrogatoires pouvaient durer des semaines et que les instruments devenaient chaque jour plus cruels. Les bourreaux qui servaient les tribunaux n'étaient pas de simples artisans. C'étaient des personnes élevées dans l'idéologie du salut par la douleur. Ils étaient souvent fiers de leur travail, qu'ils considéraient comme le prolongement de la mission de l'Église. Mais il existe également des preuves qu'ils pouvaient, moyennant une bonne rémunération, faire preuve de clémence, desserrer la vis, ou donner à la victime la possibilité de reprendre son souffle. Cela créait tout un système de corruption dans lequel la souffrance des femmes devenait une source de profit. Parmi les tortures sophistiquées, utilisées en parallèle avec les vis vaginales, il y avait ce qu'on appelait le siège brûlant. La femme était assise sur une plaque de fer chauffée au rouge. Le corps était instantanément brûlé. La peau collait au métal et chaque mouvement provoquait de nouvelles lésions.
Parfois, les inquisiteurs combinaient cette méthode avec une vis insérée à l'intérieur, intensifiant ainsi l'agonie. Les historiens notent que de telles pratiques ont été documentées en Bavière et en Suisse, où les tribunaux s'efforçaient de faire preuve d'une cruauté particulière afin d'intimider la population. Les sages-femmes et les herboristes étaient particulièrement touchées. Elles étaient accusées de connaissances dépassant la nature féminine. Lors d'un procès à Nuremberg, au XVIe siècle, une femme a avoué, sous la torture, qu'elle utilisait une infusion de vermouth pour faciliter l'accouchement. Pour les inquisiteurs, cela constituait une preuve de magie. Lors de l'interrogatoire, on lui a enfoncé une vis et on a commencé à la tourner lentement, exigeant qu'elle nomme ses complices. Sous l'effet d'une douleur insupportable, elle a prononcé des dizaines de noms de voisines, qui se sont ensuite retrouvées, elles aussi, dans les caves du tribunal. Après de tels procès, les bûchers devenaient des spectacles de masse. À Cologne, on a conservé la description d'une exécution où 3 femmes ont été brûlées en même temps. Avant leur exécution, leurs organes génitaux ont été complètement mutilés. Les chroniqueurs ont écrit que les portes du diable ont été détruites par les flammes. Ces mots reflètent non seulement la cruauté, mais aussi l'idée obsessionnelle de l'Église, selon laquelle le corps féminin est une source de péché et doit être éradiqué. Il faut comprendre que le bûcher n'entraînait pas une mort instantanée. Selon la façon dont le bois était empilé, l'exécution pouvait durer de quelques minutes à 1 heure. Si le feu était trop bas, les femmes étouffaient à cause de la fumée, mais restaient conscientes jusqu'à ce que les flammes atteignent leur poitrine. Pour accélérer le processus, les bourreaux enduisaient parfois le corps de résine ou l'arrosaient d'huile. En Espagne, sous Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, cela devint une pratique courante. L'exécution devait être spectaculaire et édifiante. Les médecins et les scientifiques des temps modernes, qui ont eu accès aux documents de l'Inquisition, ont été choqués par les détails. Au XVIe siècle, le médecin allemand Johann Weyer écrivait que, sous prétexte de lutter contre la sorcellerie, on détruit la vie et le corps d'innocents. Ces écrits condamnaient les méthodes de l'Inquisition, mais ils étaient alors considérés comme hérétiques. Le simple fait qu'un médecin ait consigné les conséquences de la torture témoigne que même à cette époque, on comprenait qu'il ne s'agissait pas d'une purification, mais d'une destruction systématique. Les conséquences sociales étaient énormes. La peur paralysait des villages entiers. Les femmes cessaient de transmettre leurs connaissances sur les plantes médicinales, elles avaient peur d'aider les femmes en couche. Cela entraînait une augmentation de la mortalité maternelle et infantile. Ainsi, la terreur religieuse, dirigée contre les sorcières, avait un impact direct sur la démographie et la santé de la société. En voyant les tortures publiques, les hommes ont assimilé l'idée que le corps féminin était un objet de punition et d'humiliation. Cette empreinte culturelle a perduré pendant des siècles, façonnant la conception du pouvoir et de la soumission. Et pourtant, même dans ces conditions, certaines femmes ne se sont pas rendues. Dans les archives, on trouve des procès-verbaux où l'accusée est restée silencieuse jusqu'au bout, malgré les tortures. Ces cas ont été consignés de manière particulièrement détaillée afin de souligner la persistance du mal. Mais en réalité, ils témoignent d'une force et d'une résistance incroyables. Ces femmes sont allées au bûcher sans avouer, brisant ainsi le schéma du procès qui reposait sur des aveux forcés. Ainsi, l'histoire des tortures inquisitoriales nous dévoile non seulement une image de destruction physique,
mais aussi tout un mécanisme de pouvoir où la douleur devenait un instrument de contrôle de la société. Et au centre de ce mécanisme se trouvaient toujours des femmes, dont les corps étaient transformés en terrain d'expression de la peur. Dans différentes régions d'Europe, la pratique des tortures inquisitoriales avait ses particularités, mais le principe général restait le même. La femme était considérée comme le réceptacle d'une force diabolique et son corps comme le principal objet de preuve. Ainsi, en France, au XVIe siècle, on utilisait des couronnes à vis spéciales, des dispositifs métalliques qui étaient placés sur la tête et comprimaient le crâne, provoquant des saignements des yeux et des oreilles. Mais ce sont les instruments vaginaux et anaux qui étaient le plus souvent utilisés contre les femmes, comme destruction symbolique de leur porte du péché. En Italie, où le Vatican exerçait un contrôle particulier sur les questions de pureté de la foi, on utilisait des versions perfectionnées des vis vaginales. Les archives de la Curie romaine contiennent des descriptions d'instruments en forme de pétales écartables, munis de dents acérées. En tournant, ces dents déchiraient les tissus, provoquant des saignements abondants. Les femmes étaient souvent soumises à cette procédure plusieurs fois de suite entre les interrogatoires afin qu'elles n'oublient pas leur culpabilité. Dans le Saint-Empire romain germanique, en particulier dans les principautés germaniques, les bourreaux préféraient combiner les vis avec la Vierge de fer, un sarcophage muni de pointes. Bien que le mythe de la Vierge comme instrument de torture quotidien soit souvent exagéré, dans certains cas, des analogues en bois avec des aiguilles métalliques étaient effectivement utilisés, dans lesquels les femmes étaient placées pendant une courte période afin d'intensifier la pression et la peur. Après cela, la victime était sortie et le tourniquet était à nouveau utilisé, ancrant dans son esprit la torture comme seule issue possible. Aux Pays-Bas et en Flandre, où la chasse aux sorcières a pris un caractère massif au XVIIe siècle, les méthodes de torture sont devenues aussi productives que possibles. Les femmes étaient soumises à des interrogatoires en série auxquels participaient plusieurs bourreaux à la fois, la pratique consistant à vérifier les marques de sorcellerie occupait une place particulière. Le corps était dénudé et examiné en présence de témoins. Puis, les entrailles étaient explorées à l'aide d'un tournevis à la recherche de la marque du diable. Cela se transformait non seulement en une humiliation physique, mais aussi en une humiliation sexuelle publique qui détruisait la dignité humaine. En Angleterre, bien que l'Inquisition, dans sa forme catholique classique, ne se soit pas implantée, la persécution des sorcières était également sévère. On y utilisait plus souvent les roues d'épreuve et la suspension par les mains. Cependant, dans les prisons privées et les salles de torture, en particulier à l'époque de Cromwell, on trouvait des dispositifs similaires aux vis continentales. Des témoins ont rapporté que les femmes accusées de forniquer avec le diable étaient soumises aux mêmes procédures que sur le continent. L'évolution des instruments de torture allait de pair avec le développement de la métallurgie. Au XVe et XVIe siècle, les forgerons au service des tribunaux créaient des mécanismes de plus en plus complexes. Certains vis avaient plusieurs modes d'ouverture, de l'étroit pour un contrôle rapide, au large qui causait des lésions internes mortelles. Dans les collections conservées, on peut voir des dispositifs dont les poignées sont ornées de symboles en forme de croix ou même de psaumes gravés. Ainsi, le contexte religieux était littéralement intégré à l'instrument de torture. Il est intéressant de noter qu'en Portugal et en Espagne, où l'Inquisition était l'une des plus puissantes, les vis vaginales
était considéré comme un instrument purement féminin. Les hommes étaient la plus souvent soumis à la suspension, à l'étirement et à la compression des articulations. Pour les femmes, il existait toute une série d'instruments destinés précisément à détruire leur sphère reproductive. Cela souligne la perception particulière du corps féminin comme une source de menace pour la foi et la morale. Les différences entre les pays se manifestaient également dans le processus même de l'exécution. En Allemagne, on pratiquait plus souvent l'étouffement préalable afin que la femme meure avant que les flammes n'embrasent son corps. En Espagne, au contraire, on cherchait à prolonger l'agonie autant que possible, considérant que la souffrance jusqu'au dernier souffle était la principale preuve de la purification. En Italie, les victimes étaient parfois soumises à une coupe rituelle avant d'être brûlées, ce qui les privait symboliquement de leur pouvoir féminin. Ces pratiques n'étaient pas secrètes. Au contraire, elles servaient d'instrument d'intimidation publique. Les gens savaient que le corps féminin pouvait à tout moment devenir la cible d'un procès s'il s'avérait suspect. Cela créait une atmosphère de peur et de soumission permanente. Même lorsque la chasse aux sorcières a pris fin, le souvenir de ces spectacles a continué à vivre dans le peuple pendant de nombreuses générations, façonnant une culture du silence et de la soumission. Ainsi, si l'on compare différents pays, il apparaît clairement que, malgré des variations dans les instruments et les procédures, l'essence restait la même. En Europe, à l'époque de l'Inquisition, la femme n'était pas simplement un être humain, mais un objet de contrôle dont le corps pouvait à tout moment être transformé en un champ de démonstration du pouvoir religieux et politique. Les chroniques et les témoignages personnels des contemporains permettent de comprendre comment les exécutions et les tortures étaient perçues par la société. On y ressent presque toujours un mélange d'horreur et d'habitude. Les personnes qui ont été témoins de telles scènes les considéraient comme faisant partie de la réalité quotidienne. Mais leur description laisse transparaître des détails qui montrent clairement que même les plus endurcis étaient bouleversés. Les chroniques municipales, conservées de Nuremberg pour le XVIe siècle, rapportent « Aujourd'hui, sur la place, près de l'église Saint-Sébald, une femme accusée d'alliance avec Satan a été amenée. Son corps tenait à peine debout après les interrogatoires, et les bourreaux la soutenaient par les bras. La foule regardait en silence. Seuls les enfants riaient et la montraient du doigt. » Ce bref témoignage souligne un point important. Pour les citadins, de tels spectacles n'étaient pas seulement une source de peur, mais aussi une sorte de leçon éducative pour les enfants, à qui l'on montrait, dès leur plus jeune âge, la puissance du tribunal ecclésiastique. D'autres sources ont conservé des détails bien plus effrayants. Au milieu du XVe siècle, un moine de Spire décrivait la torture par vis vaginal. Le fer chauffé à blanc était inséré dans les parties intimes de la femme et lorsqu'il s'ouvrait, elle poussait un cri si fort que les murs en tremblaient. Mais le Seigneur nous a donné la force de supporter ces cris, car c'était la voix du diable et non la sienne. Ce passage ne se contente pas de mentionner l'utilisation de cet instrument, il montre également comment les gens de l'époque justifièrent la torture. Les cris de la femme n'étaient plus considérés comme sa voix, mais comme celle d'un démon. Les habitants réagissaient de différentes manières. Dans certains cas, la foule exprimait sa sympathie, jetait des fleurs aux pieds de la condamnée ou pleurait avec ses enfants. Mais le plus souvent, les sources font état d'une froide indifférence, voire d'une joie. En Suisse, au XVIIe siècle, des témoins oculaires ont rapporté que la foule applaudissait lorsque les flammes envahissaient le bûcher et criait « Brûle, sorcière !»
Il s'agissait d'une forme de catharsis collective où la peur de l'Église se transformait en agressivité envers la victime. Les témoignages des étrangers sont tout aussi importants. Les voyageurs italiens qui se rendaient en Allemagne à l'époque de la Réforme ont noté une cruauté extraordinaire envers les femmes. L'un d'eux a écrit « J'ai vu une femme accusée de sorcellerie être déchirée de l'intérieur par du fer, puis brûlée. La foule regardait avec curiosité, comme s'il s'agissait d'un spectacle. Les visages des enfants étaient là et calmes, comme s'ils étaient habitués à cela. » Ces mots sont particulièrement effrayants, car ils montrent que les exécutions faisaient partie du code culturel et ont façonné toute une génération pour laquelle la souffrance humaine était monnaie courante. Certaines chroniques mentionnent même les sons et les odeurs. Un chroniqueur de Strasbourg écrivait « L'odeur était telle que beaucoup se couvraient le visage avec leur manteau, mais personne ne quittait la place. » Ce témoignage montre que la présence aux exécutions était presque un acte social obligatoire. Les gens pouvaient détourner le regard, mais ils ne partaient pas, car cela était considéré comme un signe de méfiance. On trouve parfois des mots exprimant le doute. Dans le journal d'un notaire français du milieu du XVIe siècle, on peut lire « J'ai vu une femme torturée avec un vice, et mon cœur a frémi. Je me suis dit, le diable ne se réjouit-il pas d'un tel spectacle ?» De telles phrases sont rares, mais elles permettent de comprendre que tout le monde n'adhérait pas à la rhétorique officielle. Certains en percevant la nature cruelle. Il est important de noter que les voix des femmes n'ont pratiquement pas été conservées. Sous la torture, les femmes ne laissaient pas de traces écrites où leurs paroles étaient consignées par les greffiers du tribunal et déformées. Le peu qui nous est parvenu, ce sont des bribes de confession, souvent forcées. On y entend l'horreur. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire pour que la douleur cesse. Ces mots, tirés d'un procès verbal de l'Inquisition à Lyon au XVIIe siècle, semblent être le seul témoignage d'un être humain vivant et non d'un personnage dans une affaire judiciaire. Ainsi, les chroniques et les témoignages des contemporains montrent une réalité à deux niveaux. Officiellement, il s'agissait d'une lutte contre le diable, mais en réalité, c'était une démonstration de pouvoir où la souffrance humaine était transformée en spectacle. Les foules se figent devant les bûchers. Les enfants apprennent à regarder la souffrance sans pitié et les rares voix qui expriment des doutes se noient dans le rugissement de la foule et le crépitement du feu. Les conséquences de plusieurs siècles de pratiques inquisitoriales pour la société européenne ont été dévastatrices non seulement au niveau des vies individuelles, mais aussi à l'échelle de la culture, de la médecine et de la psychologie de générations entières. La terreur dirigée contre les femmes a changé le tissu même de la vie quotidienne, a façonné la perception collective de la douleur, de la peur et du pouvoir qui a perduré longtemps après l'extinction des bûchers. C'est avant tout le savoir qui a souffert. Les femmes, sages-femmes, herboristes, guérisseuses, ont été pendant des siècles les principales détentrices de la médecine pratique. Elles savaient comment faciliter les accouchements, soigner les rhumes ou guérir les blessures à l'aide d'herbes. Mais l'Inquisition a qualifié ce savoir de sorcier et l'a détruit avec ses détentrices. Selon les historiens, rien que dans les terres germaniques, des dizaines de milliers de femmes, dont beaucoup avaient de l'expérience dans le domaine médical, ont été exécutées en 2 siècles. Cela signifiait que la société se privait délibérément de soins médicaux, en particulier dans les villages où il n'y avait pas de médecin. En conséquence, la mortalité maternelle a fortement augmenté. Les chroniques du XVIIe siècle font souvent mention de femmes décédées lors des premières contractions, de nourrissons morts à cause de mauvaises pratiques. Ce qui était auparavant résolu
à l'aide de méthodes traditionnelles, a été perdue. Les médecins hommes, formés dans les universités, ont longtemps refusé de s'occuper des maladies féminines, les considérant comme sales et honteuses. Cela a créé un vide dans lequel la souffrance des femmes est devenue la norme. Les conséquences sociales ont été tout aussi catastrophiques. La peur de l'Inquisition a poussé les familles à se surveiller les unes les autres. Les femmes n'avaient pas le droit de se réunir, surtout la nuit. Toute rencontre pouvait être interprétée comme un sabbat. Les voisins se dénonçaient les uns les autres dans l'espoir de se protéger. Ainsi, la société s'est retrouvée déchirée par des soupçons internes. Là où existait auparavant une tradition d'entraide féminine, une culture du silence et de l'aliénation s'est installée. La torture a eu une influence particulière sur la perception du corps féminin. Il est devenu un symbole du péché, une source de danger, un objet de contrôle constant. Les hommes ont compris, à partir des exécutions publiques, que le corps d'une femme pouvait être puni et détruit par les autorités officielles sans résistance. Cela a renforcé les structures patriarcales, où la soumission des femmes était considérée comme naturelle. Au cours des siècles suivants, cette idée s'est répandue dans la littérature, la peinture et la morale quotidienne. L'empreinte culturelle de ces pratiques s'est également manifestée dans la langue. Des expressions telles que « purifier par le feu » ou « chasser la douleur par la souffrance » sont entrées dans le discours religieux et quotidien. Même dans les livres de prière, on trouvait des phrases justifiant la souffrance comme voie vers le salut. Pour des millions de personnes, la douleur a cessé d'être une exception et est devenue la norme. Il est intéressant de noter que c'est précisément dans le contexte des procès de l'Inquisition que la science des preuves et de la procédure judiciaire a commencé à se développer. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, en étudiant les archives, ont été horrifiés par le nombre de aveux obtenus sous la torture. Cela est devenu l'un des arguments en faveur de la réforme des tribunaux. Mais pour les femmes, ces changements sont arrivés trop tard, des générations ont été détruites, la mémoire des guérisseuses a été effacée et la peur des accusations de sorcellerie a longtemps perduré parmi la population. L'impact sur le psychisme de la société n'était pas moins important. Les enfants qui avaient vu les bûchers et entendu les cris ont grandi dans un monde où la vie humaine ne valait rien face au pouvoir religieux. Cela a engendré une cruauté qui s'est ensuite manifestée dans les guerres et les conflits intestins. Pendant des siècles, l'Europe est restée un continent où la violence était considérée comme un instrument de gouvernance habituel. C'est pourquoi les historiens considèrent que l'Inquisition n'était pas seulement une institution religieuse, mais aussi une puissante expérience sociale visant à contrôler les consciences. À travers la torture publique des femmes, l'Église a façonné une nouvelle société, obéissante, effrayée, prête à se soumettre même aux décrets les plus cruels. Et bien que la chasse aux sorcières ait officiellement pris fin, ses conséquences se sont fait sentir pendant plusieurs siècles, déterminant l'attitude envers les femmes, le savoir et l'idée même de dignité humaine. Le souvenir des tortures infligées aux femmes à l'époque de l'Inquisition s'est ancré, non seulement dans les archives judiciaires et les chroniques, mais aussi dans la culture, le folklore et même les travaux scientifiques. Cet héritage est devenu partie intégrante de la conscience collective européenne, se transformant en légende, expression courante et traités médicaux, continuant d'influencer la perception du corps féminin et le rôle des femmes dans la société pendant encore plusieurs siècles. Les légendes et les chansons villageoises ont conservé les images de la sorcière au bûcher. Ces histoires étaient racontées aux enfants
comme un avertissement. Ne transgresse pas les règles, sinon tu subiras le même sort que ta voisine, brûlée sur la place publique. Souvent, les images des sorcières étaient associées à des motifs de maladie et de catastrophes naturelles. On croyait que la mort d'une femme dans le feu pouvait apaiser la peste ou arrêter la grêle. Ainsi, la terreur religieuse s'ancrait dans la culture orale comme explication des catastrophes et comme moyen de les prévenir. Dans la littérature moderne, le souvenir des exécutions se manifestait à travers les images de la séductrice et de la sorcière. Les pièces de théâtre françaises et allemandes du XVIIe siècle représentaient souvent des femmes dont la beauté conduisait les hommes à leur perte et qui étaient punies par la mort par le feu. Même lorsque l'époque de la chasse aux sorcières a pris fin, le stéréotype est resté dans l'imaginaire collectif. La femme est source de mal et la punition par la douleur est naturelle. Ces idées ont été reprises dans des romans, des ballades et des pièces de théâtre, formant le canon de la femme fatale, dont les racines remontent précisément aux pratiques inquisitoriales. Il est tout aussi révélateur que le souvenir des tortures se soit ancré dans les textes médicaux. Au XVIe et XVIIe siècle, les traités de gynécologie mentionnaient souvent les anomalies féminines, expliquées par les idées imposées par l'Église. Les médecins consignaient les cas de rupture et de lésion des organes internes, mais les interprétaient non pas comme le résultat de tortures, mais comme une preuve de lien avec les démons ou de dépravation innée. Même des décennies après la fin des procès collectifs, le discours médical continuait à justifier la violence. Dans le folklore, en particulier dans les pays germaniques et scandinaves, sont apparues les images de la femme avec du fer à l'intérieur ou de la fleur de douleur ouverte, souvenir déformé des vis vaginales. Ces légendes étaient transmises comme des histoires effrayantes dans lesquelles le diable ouvrait le corps de la femme de l'intérieur. Mais si on les compare attentivement aux données d'archives, il devient clair qu'il s'agit de la compréhension populaire de tortures réelles qui ont tellement bouleversé l'imagination qu'elles sont devenues un mythe. Les artistes de l'époque baroque ont également laissé des traces de cette mémoire. Sur les gravures et les peintures représentant la victoire de l'Église sur les sorcières, on peut remarquer des détails clairement inspirés des exécutions inquisitoriales, des poteaux, des bûchers, des corps de femmes enchaînés. Ces images sont devenues partie intégrante de la culture visuelle, reproduite à maintes reprises, même lorsque la pratique réelle avait déjà disparu. Consciemment ou non, l'art a ancré le traumatisme, le transformant en canon. Même l'architecture conserve des traces de cette époque. Dans les villes d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de France, il existe encore des bâtiments qui abritaient autrefois des prisons de l'Inquisition. Dans certains d'entre eux, les caves avec leurs crochets, leurs anneaux de fer et leurs traces de feu ont été conservés. Au fil du temps, ces lieux ont donné naissance à des légendes. Les habitants racontaient qu'on y entendait la nuit des cris de femmes ou le cliquetis des chaînes. Ainsi, le souvenir des tortures n'a pas disparu, mais est devenu partie intégrante du folklore urbain. La transformation de la peur en outil éducatif revêtait une importance particulière. Même 100 ans après la fin des procès collectifs, les mères effrayaient leurs filles en leur disant « Si tu n'obéis pas, on t'emmènera comme une sorcière ». Cette menace, fondée sur le souvenir d'événements réels, a façonné la soumission et la docilité des femmes. En conséquence, les pratiques de l'Inquisition ont continué à agir, non plus sous la forme du feu et des vices, mais sous la forme de la mémoire collective et des normes sociales. Ainsi, les tortures inquisitoriales ont laissé des cicatrices non seulement physiques,
mais aussi culturelles. Elles sont entrées dans les légendes, les contes, l'art, la médecine et la morale, renforçant l'idée que la femme est un être dangereux, pécheur et devant être contrôlé. Cette mémoire est devenue le fondement invisible mais solide de nombreuses structures sociales. Et ces traces sont encore perceptibles aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque la science historique se penche sur l'héritage de l'Inquisition, il ne s'agit pas seulement de constater des faits, mais aussi d'essayer de comprendre comment la terreur séculaire a modifié la structure même de la société européenne. Les chercheurs contemporains soulignent que la torture des femmes n'était pas un excès accidentel ou une erreur de l'époque, mais qu'elle était intégrée dans un système de pouvoir qui utilisait délibérément la douleur et l'humiliation comme moyen de contrôle. Les archives conservées à Tolède, Séville, Nuremberg, Bâle et dans d'autres centres permettent de reconstituer littéralement, jour après jour, le déroulement des procès. Elles montrent que chaque procédure, de l'incarcération au bûcher, était strictement réglementée. Les tortures étaient décrites dans un langage officiel, comme s'il s'agissait de dépenses économiques ou de la réparation d'un pont. C'est précisément cette bureaucratie de la douleur qui frappe les chercheurs. La souffrance était formalisée, transformée en un élément du mécanisme administratif. Des historiens du XXe siècle, tels que Henry Charles Lee et Carlo Ginzburg, ont montré que l'Inquisition ne se contentait pas d'éliminer les dissidents, mais qu'elle façonnait également un nouvel ordre social. La femme y occupait une place subordonnée, son corps était considéré comme dangereux et sa voix comme suspecte. Ce modèle a perduré même après la suppression des tribunaux, se transposant dans les pratiques familiales et sociales. Les chercheuses féministes contemporaines, après avoir analysé les documents des procès, soulignent que la chasse aux sorcières a été la plus grande campagne de violence systématique contre les femmes de l'histoire. Son ampleur, des dizaines, voire selon certaines estimations, des centaines de milliers de victimes, en fait, l'un des exemples les plus effrayants de génocide institutionnalisé fondé sur le sexe. Et bien que l'objectif officiel était de lutter contre l'hérésie, ce sont l'autonomie, les connaissances et la capacité de résistance des femmes qui en ont été les véritables victimes. La tâche la plus importante de la science moderne est de restaurer les voix perdues. Les scientifiques analysent les procès-verbaux des aveux, essayant d'entendre derrière eux les vraies femmes. Même dans les enregistrements déformés, on peut percevoir les tentatives désespérées de sauver les enfants, de justifier les voisines, de préserver la dignité. Ces minuscules fragments redonnent leur humanité à celles qui, pendant des siècles, n'ont été représentées que comme des sorcières. L'étude de la mémoire culturelle est tout aussi importante. Les musées de la torture, les expositions sur les sorcières, les conférences scientifiques, tout cela rappelle à la société le traumatisme qui a façonné la civilisation européenne. Pour beaucoup, c'est une découverte. Derrière les cathédrales majestueuses et les traités sur la foi, se cachent des souterrains où l'on torturait les femmes. Les documentaristes et les écrivains contemporains s'efforcent de montrer non seulement les horreurs des tortures elles-mêmes, mais aussi leur impact sur la vie quotidienne, la famille et la langue. Aujourd'hui, ce sujet revêt une importance particulière dans le contexte des droits de l'homme. Les chercheurs soulignent que la connaissance de l'histoire de l'Inquisition aide à comprendre à quel point il est facile pour les structures étatiques et religieuses de justifier la violence par des objectifs supérieurs. C'est un avertissement pour la société moderne. Chaque fois que la douleur est justifiée par des mots tels que « salut »,« pureté » ou « sécurité »,
la voie est ouverte à la répétition des horreurs du passé. La conclusion des historiens est claire. La torture des femmes, à l'époque de l'Inquisition, n'était pas une pratique isolée, mais le fondement d'un système de peur qui a ancré la soumission pendant des siècles et détruit le savoir féminin. Il ne s'agit pas simplement d'une page sombre de l'histoire, mais d'une des pierres angulaires de l'histoire européenne, sans la compréhension de laquelle il est impossible de saisir les origines de nombreuses inégalités contemporaines. C'est précisément pour cette raison que le souvenir des bûchers, des vices et des cris ne doit pas disparaître. Il doit servir d'avertissement sur ce à quoi mène la combinaison du pouvoir, du fanatisme religieux et du désir de soumettre le corps humain.